Bonsoir à tous, l'actualité dans le Val-de-Loire ce 8 avril. À la une ce soir, les 22 maires de Tourplus se réunissaient hier soir en cercle privé avant la séance officielle d'installation samedi matin. Que s'y est-il dit? Comment l'agglo fonctionnera-t-elle à présent avec Philippe Briand à sa tête? Nous y étions, on vous dit tout dans quelques secondes. Lutter contre les vols dans les exploitations agricoles en Indre-et-Loire. Préfecture, gendarmerie et chambre d'agriculture viennent de mettre en place un système d'alerte vigilance. Illustration dans le Ris-des-Lois ce soir. Et puis à Amboise, le parc mini-château part à la reconquête du public. Montant de l'investissement, 100 000 €. Bonsoir à tous. Les 22 maires de l'agglo ont tranché hier soir après une série de négociations en coulisses depuis plus d'une semaine. Il n'y aura plus 8 mais 10 vice-présidents. Alexandre Chasse et Bertrand Ritouré, les maires de Ballon-Niré et de Luynes, font leur entrée dans le cercle privé des vice-présidents. Samedi matin aura lieu la séance officielle d'installation. Un mot d'ordre à gauche comme à droite, la cogestion qui s'inscrit désormais dans la tradition de la gestion de Tourplus. Florent Carrière. Je vais m'habituer. Bonsoir. D'accord, c'est les deux plus jeunes. Voilà, vous avez tout compris. Je fus la plus jeune à un temps. Ils ne s'étaient jamais rencontrés auparavant. Ils vont devoir travailler ensemble pendant au moins 6 ans. Réunion hier soir de tous les maires de Tourplus pour préparer l'avenir de l'agglomération, désormais en bleu. Un changement de majorité, mais pas de bouleversement dans le fonctionnement. Le principe de la cogestion restera le maître mot. Jusqu'à maintenant, nous avons toujours fonctionné en bonne intelligence, dans un esprit de partenariat, qu'on a même appelé de cogestion. Ici, il n'y a pas de majorité et il n'y a jamais eu d'opposition. On vote tous ensemble le même budget. Et ça, il faut le garder. C'est un bien commun, c'est un bien précieux. Le bureau des maires restera donc l'organe fort de Tourplus. Les maires de gauche sont donc rassurés, tellement rassurés qu'ils voteront samedi pour Philippe Briand, président de Tourplus. Pour la première fois dans la jeune histoire de l'agglomération, le maire de Tours ne sera que le premier vice-président en charge de l'économie, ce que souhaitait Serge Babary. Les transports reviennent au maire de Saint-Avertin, Jean-Gérard Pommier. Christian Gattard aura le logement et Marie-France Beaufils lâche la culture pour les équipements sportifs. Tout le monde connaît mes désaccords, je veux dire, avec Philippe Briand sur certains projets concernant la culture. Ça sera probablement un des points de débat importants. La culture revient donc au plus jeune maire de France, Cédric Di Oliveira. Du côté des autres nouveaux maires, Frédéric Ogis obtient la politique de la ville et Wilfried Schwartz gérera en collaboration avec Philippe Briand les contrats d'agglomération. Un socialiste sera utile à cette place pour travailler avec le département et la région, encore à gauche. Enfin, Ballon-Niré et Luynes obtiennent une vice-présidence, les ressources humaines pour Alexandre Chasse et le développement durable pour Bertrand Ritouré. La gouvernance, objet donc de la réunion d'hier, mais certains dossiers ont déjà été abordés comme le schéma de cohérence territoriale ou encore la gestion de l'eau. Des sujets qui doivent être abordés sans tabou, a déclaré Philippe Briand hier soir. Autre sujet de satisfaction à gauche. À jouer les tours, l'affaire du tract de la théorie du genre prend de plus en plus d'ampleur et devient gênante pour Frédéric Ogis, le maire de la commune fraîchement élu. Nous vous en parlions hier soir. 4 électeurs sympathisants du mouvement politique porté par le maire sortant Philippe Le Breton ont déposé un recours en annulation du scrutin du second tour des élections municipales au tribunal administratif d'Orléans. Mais de quelle procédure parle-t-on précisément? On écoute Maître Loïc Benoît. Le juge va regarder les arguments qui sont opposés par ceux qui ont contesté les résultats. Et si dans l'exemple de Jouer les Tours, il y a effectivement un tract litigieux qui est venu parasiter les élections, le juge va se demander si ce tract a pu altérer la sincérité du scrutin. Le juge est très attentif à l'écart de voix. S'il y a un écart de voix assez important, on va dire plus de 5%, le juge ne va pas beaucoup plus loin dans son analyse. Par contre, si on a un écart de voix qui est faible, de l'ordre de 5% ou moins, eh bien, le juge sera très vigilant sur d'éventuelles manœuvres ou d'éventuelles fraudes dans le cadre des élections. On est à 200 voix d'écart à peu près, donc on doit être sur ce seuil des 5% d'écart. Et le tribunal administratif a 3 mois pour statuer. Frédéric Ogis, le maire de Jouer les Tours, tiendra une conférence de presse demain après-midi à ce sujet. Et j'ajoute que d'autres recours en annulation du scrutin du second tour ont été déposés dans 7 autres communes d'Indre-et-Loire, dont Château-Renaud, La Riche et Bléré. Plus d'une semaine après le second tour des élections municipales, Chenonceau, une commune de 300 habitants, n'a toujours pas de maire ni d'adjoint. Depuis vendredi dernier, lors de l'élection du maire, 3 votes ont eu lieu, dont aucun n'a pu permettre d'élire
élire le maire de la commune. La préfecture d'Indre-et-Loire vient de convoquer en urgence un nouveau conseil municipal. Les explications d'Agnès Michaud. Pour comprendre la tension qui règne à Chenonceau, il faut remonter au mois de janvier dernier lors de la constitution des listes. Puisqu'en décembre, le maire sortant Michel Le Goff annonce qu'il ne se représentera pas, un de ses conseillers municipaux qui avait fait 2 mandats avec lui décide de créer la liste Chenonceau Ensemble. Ensemble, oui, mais sans le maire sortant, dont il dénonce les méthodes. C'est vrai que la situation entre les conseillers, le maire et en conseil municipal est très tendue depuis 3 ans à peu près, depuis la moitié du mandat. C'était malheureusement sur plusieurs sujets, sur la façon d'aborder les sujets, de les traiter en amont du conseil municipal. Résultat, le projet de liste voit le jour avec à sa tête Ludovic Papillon, qui réunit en janvier tous ceux qui pourraient devenir ses colistiers. J'ai rassemblé les membres de l'ancien conseil municipal sans Monsieur Le Goff. Le premier rendez-vous s'est pas très bien passé. Ça a tout de suite donné des gens qui se sont séparés d'un côté et de l'autre. Et Monsieur Le Goff, quand il a eu l'information, a décidé de monter une liste. 2 listes donc, Chenonceau Ensemble et Vivre à Chenonceau demain. La première, incomplète, avec seulement 9 candidats sur 11, mais une tête de liste. La seconde, complète, mais sans tête de liste. Et toutes 2 créées sur la base de différents. Résultat au terme des 2 tours, 6 élus pour la première liste, mais Ludovic Papillon, lui, ne passe pas à 4 voix près. 5 élus pour la seconde liste, mais aucun candidat pour le fauteuil du maire. La liste majoritaire décide finalement de présenter une jeune femme, mais jeudi dernier, tout change. Nouveau clash alors que les 11 élus se réunissent de manière informelle pour préparer le conseil municipal de vendredi. Par peur d'avoir à subir ces mêmes tensions pendant 6 ans, les 2 listes votent blanc au conseil municipal. Ils ont remis aujourd'hui leur sort entre les mains de la préfecture qui, elle, ne souhaite pas intervenir. Elle leur demande de se réunir à nouveau et de procéder à un nouveau vote pour se mettre d'accord. S'ils n'arrivaient pas à s'entendre, il faudrait qu'ils démissionnent tous afin d'organiser de nouvelles élections. Et à la fin de ce journal, Michael Cortot, le premier secrétaire du Parti socialiste d'Indre-et-Loire, sera sur ce plateau. Il réagira notamment sur le discours de politique générale de Manuel Valls. Préfecture, gendarmerie et chambre d'agriculture luttent contre les vols dans les exploitations agricoles en Indre-et-Loire. Elles viennent de mettre en place un système d'alerte vigilance sur le même modèle que celui qui a été lancé auprès des commerçants de Tours, Amboise, Chinon et Loches. Au total, 87 déclarations de vol ont été enregistrées en 2013 dans le département. Illustration dans le Ré-des-Lois avec Romain Delville. Avec 2 frères, Michel Allard élève une centaine de vaches laitières et cultive des céréales. Durant 6 mois, ils ont été victimes de vols de fioul. Régulièrement, les véhicules étaient siphonnés pour un préjudice de 3 000 €. C'était dans le secteur, mais ça bougeait dans le département quand même, parce que à chaque fois, je suis allé déposer plainte à la gendarmerie, et on n'était pas les seuls dans ce cas-là, quoi. Le bureau de la ferme a été visité une fois, si bien que l'éleveur a décidé d'y installer une alarme. Dans le département, 87 cas de vol simples ont été recensés en 2013. Du matériel, du carburant, des produits phytosanitaires essentiellement. Et c'est pour prévenir ces délits que la gendarmerie d'Indre-et-Loire a lancé le protocole Alerte Agri. Cette alerte Agri qui consiste à envoyer des SMS dans la journée si la gendarmerie est au courant d'un vol simple commis sur une exploitation agricole. Alors les renseignements que nous transmettons, c'est le lieu de la commission bien sûr des faits, une description succincte du mode opératoire et également un signalement des auteurs, un signalement succinct des auteurs. Des gendarmes qui font également de la prévention auprès des agriculteurs. Le principal et le primordial et puis le plus simple, c'est généralement d'essayer de fermer à clé ces hangars dans lesquels se trouve du matériel agricole ou de l'outillage. Ça, c'est la première chose. La seconde, c'est ne pas laisser les clés sur les tracteurs agricoles. Lors d'une précédente intervention chez un agriculteur, la première chose que j'ai constatée, c'est la présence des clés sur le tracteur alors que l'agriculteur n'était pas présent dans l'exploitation. Des mesures simples et efficaces auxquelles le monde agricole doit maintenant s'habituer. CGR seul contre Davoine. Le groupe est en effet le seul à ce jour à avoir saisi le Conseil d'État pour empêcher le projet de construction d'un cinéma multiplex à Tours-Nord. L'un des enjeux des élections municipales, un projet lancé sous la municipalité de Jean Germain. Je vous rappelle que la Commission nationale d'aménagement commercial avait rendu un avis favorable le 15 novembre dernier. C'est donc la Cour administrative de Nantes qui tranchera ce litige. J'ajoute que Serge Babary a reçu, je cite, les représentants des studios qui estiment avoir été maltraités
arrêté dans cette affaire. Pour le nouveau maire de Tours, il s'agit d'un dossier urgent qu'il va falloir rouvrir. Près de 8% de nos TER sont en retard. La région Centre est classée 12e sur 19 régions passées au crible en termes de ponctualité. Selon les critères de la SNCF, un TER est considéré comme en retard lorsqu'il arrive en gare 5 minutes après l'horaire prévu. Et pour François Bonneau, il y a encore de nombreux efforts à faire. Non, ce n'est pas un résultat satisfaisant. C'est la raison pour laquelle nous avons très durement négocié la future convention, la convention qui lie la SNCF à la région, pour que la SNCF améliore ses résultats. Nous ne sommes pas derniers, mais 12e, c'est être au milieu, et je veux que nous soyons dans les meilleurs. Je veux que nous soyons dans les meilleurs pour la ponctualité, je veux que nous soyons dans les meilleurs pour la composition des trains, c'est-à-dire le nombre de places offertes par rapport au nombre de voyageurs qui veulent monter. Je veux que nous soyons les meilleurs pour la non-suppression des trains. Et tout cela, nous l'avons mis comme des obligations supplémentaires dans notre convention pour que, dans les mois, les années qui viennent, la SNCF apporte un meilleur service aux usagers. Le TER au menu de la session du Conseil régional la semaine prochaine. Les élus vont se pencher sur la nouvelle convention TER Centre pour la période 2014-2020 avec 3 priorités à la clé. Améliorer la qualité du service rendu aux usagers, disposer d'un engagement fort de la SNCF par des pénalités renforcées et maîtriser la contribution financière de la région. J'ajoute que la région consacre chaque année environ 130 millions d'euros au TER. En Boise, le parc Mini-Château part à la reconquête du public. Depuis 1996, date de sa création, 100 000 visiteurs s'y pressaient chaque année, jusqu'à l'an dernier, où l'indice de fréquentation était divisé par 2. Aujourd'hui, le parc prévoit d'investir 100 000 € pour son opération Séduction. Aurélie Renaud. Magnifique, magnifique Céline. Guy Perrier se souvient bien de l'ouverture du parc. En 1996, il mettait en place les maquettes du château de Chambord, de Blois ou de Montpoupon. Des édifices à l'échelle 1/25e qu'il va falloir remettre à neuf. 640 fenêtres à changer, 7 ponts et 400 litres de peinture vont être nécessaires pour rénover le site que les visiteurs ont boudé ces dernières années, le parc des mini-châteaux étant passé de 100 000 à 50 000 visiteurs par an. Quand on est intervenu il y a quelques mois, on avait encore beaucoup de mousse sur les toits, sur les façades. C'est un travail relativement long, la maquette. On a prévu 5 mois de rénovation à 4 personnes. Une rénovation pilotée par le nouveau propriétaire du parc, le groupe français Looping, spécialiste des loisirs, dont la locomotive est aujourd'hui le gigantesque aquarium de Saint-Malo. Après avoir remercié l'ancien directeur du site et constaté que le parc n'avait aucune stratégie marketing, le groupe a investi 100 000 € pour lui redonner vie. Côté travaux, 5 personnes pour la réfection des maquettes, un jardinier paysagiste, puisqu'ici aussi les arbres sont à l'échelle 1/25e, une équipe d'animation et d'accueil reboostée. Au total, près de 25 personnes travailleront ici de Pâques jusqu'à la Toussaint. C'est 8 contrats de plus qu'en 2011. Le parc des mini-châteaux qui part à la reconquête de ses visiteurs. En fait, moi, ce que je souhaite vraiment, c'est que les Amboisiens déjà reviennent sur le site. Côté com, actuellement, en train de reconquérir via des salons inter-entreprises et des salons comités d'entreprise. Après, on recommunique aussi en local sur des écoles, sur du groupe scolaire, des activités beaucoup plus ciblées, on va dire enfants. Objectif du groupe Looping, maintenir le cap des 500 000 entrées par an et voir son investissement absorbé dès l'an prochain. Ne cherchez pas de bornes tactiles ou d'animation 3D. L'animation sera assurée par vos enfants, auxquels on prêtera volontiers des costumes d'époque. Et c'est la fin de ce journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Dans un instant, Mickaël Cortot est notre invité de la rédaction. À tout de suite.